Maintenant, je voudrais donc donner la parole à Monsieur le sénateur Alain Richard. Monsieur le sénateur, vous avez fait un voyage il y a un mois à Taipei, et à cette occasion, je pense que vous avez eu un entretien avec la présidente Tsai. Je suppose aussi, vous n'êtes pas obligé de confirmer, que vous lui avez, disons, porté un message, peut-être du Quai d'Orsay ou de l'Élysée. Et donc, je voudrais précisément, disons, recueillir vos impressions et vous demander comment est-ce que vous voyez l'avenir des relations entre Taïwan et la France, puisque vous représentiez quand même la France, mais aussi plus largement l'Union européenne. Alors, d'abord, je tiens à dire que je me sens en sympathie quand je suis au mouvement européen. Je fais partie des pro-européens, disons, d'engagement depuis ma prime jeunesse. Et je suis en général tout à fait d'accord avec les préférences, les préconisations du mouvement européen. Cela dit, la vie et les responsabilités m'ont aussi appris qu'il fallait que nous soyons lucides sur ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui, sur ce qu'elle peut et sur ce qu'elle est en mesure de vouloir. Bien. Donc, nous avons fait ce déplacement. En réalité, c'est un loupé, car nous aurions dû le faire l'année dernière. Moi, ça fait maintenant 7 ans que je suis président de ce groupe, alors qu'il ne s'appelle pas exactement groupe d'amitié, parce que nous transférons à l'intérieur de la diplomatie parlementaire les nuances du statut spécifique de Taïwan. Mais donc, nous en sommes à notre 3e déplacement, en réalité. Et nous avions l'intention, et nous trouvions intérêt à y retourner après la réélection de Mme Tsai, pour discuter de ces projets et de la façon dont l'action des autorités taïwanaises allait se développer. Bon, ça n'a pas marché, et c'était presque en train de marcher. François en est le meilleur témoin pour la fin juillet, parce qu'on est des garçons scrupuleux, et donc on ne se déplace pas pendant les sessions. Donc on avait juste calculé la fin de la session de juillet en disant on y va la dernière semaine, tout était prêt. Et malheureusement, il y a eu une petite remontée, mais à partir de presque zéro, une petite remontée de désinfection à Taïwan, et nos amis de Taïwan nous ont dit nous, on va appliquer des règles de restriction extrêmement strictes, et donc on se revoit en octobre. Bon, et cette fois-ci, en octobre, ça a marché. Mais donc, ça n'est pas une nouveauté. Nous considérons que pour un groupe de ce type, mais qui représente en fait quelque chose dans la démocratie française, c'est-à-dire un intérêt de nos concitoyens et aussi de nos structures étatiques pour la relation avec Taïwan, au fond, nous sommes un peu, c'est étrange à dire, mais nous sommes un peu des substituts aux membres du gouvernement, puisque les usages diplomatiques, les règles auxquelles nous avons consenti, naturellement, quand le général de Gaulle a choisi la reconnaissance, parmi les premiers, peut-être même le premier, dans mon souvenir, la reconnaissance des autorités de Pékin, que personne ne reconnaissait auparavant, en 1964, et que ça s'est terminé après l'évolution des États-Unis par le basculement au sein des Nations Unies, approuvé par une large majorité de l'Assemblée générale. Donc nous tenions compte de ces réalités, et en réalité, les déplacements parlementaires sont un peu un succès d'année de ce que devrait être, de ce que nous aimerions être des déplacements gouvernementaux. Cela dit, j'essaye d'être scrupuleux dans mes fonctions, et donc je n'étais pas porteur d'un message officiel des autorités françaises. Simplement, le minimum de responsabilité était de nous concerter avant avec les représentants des autorités françaises avant le déplacement, pour caler, disons, nos éléments d'expression. Et donc, nous avons trouvé, si vous voulez, pour faire la description des autorités taïwanaises, nous avons vu à peu près tout le monde, hein, la visite avait été très très bien organisée, donc nous avons vu la présidente, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'économie, et naturellement nos amis et collègues parlementaires, et encore toute une série d'autres autorités, bien sûr le ministre de la Santé, c'était pas inutile. Et donc, nous avons vu des autorités taïwanaises pour qui il n'y a pas de fébrilité. C'est-à-dire que on était dans un climat médiatique qui était celui d'une crispation ou d'une impression d'une crise montante de faible, enfin comment dire, de courte durée,
Comme si le déclenchement d'une opération militaire qui serait évidemment massive était pour le mois suivant. Donc, véritablement, personne j'ai une entière confiance dans ce qui nous a été dit, personne parmi les dirigeants taïwanais n'est du tout dans cet état d'esprit. Et moi, d'ailleurs, ça va forcément un peu abréger ce que j'ai à dire, parce que je suis d'accord à 98% avec ce que vient de dire Valérie Niquet, qui est un des meilleurs connaisseurs de la région. Donc je crois qu'il faut regarder ça effectivement dans une perspective de long terme. Mais dans les dialogues un peu acides que nous avons avec notre ami l'ambassadeur de Pékin à Paris, qui nous accuse, qui indique que toute élévation du niveau de relation avec Taïwan est un encouragement aux menées indépendantistes, comme il le dit, je crois que ce langage-là, qui n'est pas nouveau, indique exactement ce que décrivait Valérie Niquet tout à l'heure, c'est-à-dire que la crédibilité internationale de Taïwan, et j'allais dire un peu son autorité, augmente, et puis surtout, la probabilité, la faisabilité d'un rapprochement volontaire de Taïwan avec la République populaire de Chine s'éloigne de plus en plus. Parce que c'est une société... Taïwan a aussi été une solide dictature pendant une génération. C'était le gouvernement, les autorités derrière Chiang Kai-shek, il y aurait beaucoup à écrire sur tout ça. Ça a d'ailleurs été écrit. C'était des personnalités qui étaient dans la dictature, tout simplement. Et c'est d'ailleurs le fils de Chiang Kai-shek qui a entamé le basculement vers une démocratie, c'est ce qui s'est fait sur une douzaine d'années. Et ça n'est que depuis 20 et quelques années que Taïwan fonctionne comme une vraie démocratie à l'occidental, et d'ailleurs avec un système institutionnel assez inspiré de celui des États-Unis aujourd'hui. Mais donc, ce qui était encore concevable, notamment lorsque le Kuomintang est revenu au pouvoir entre 2008 et 2016, en obtenant une majorité et en ayant établi, mais sur l'instigation de Pékin, des relations de cohabitation assez organisées, serait, à mon avis, de plus en plus difficile parce que la société, les valeurs démocratiques, les droits de la personne, la liberté de la presse, la créativité de la société, tout ça, c'est fortement enraciné à Taïwan. Ça va, comme partout ailleurs, bien sûr, avec un renouvellement des générations. C'est-à-dire que les gens qui ont connu l'arrivée des dirigeants et des troupes de la République de Chine en 1949, ils ont disparu pour l'essentiel. Et aujourd'hui, les Taïwanais ne se sentent, et on a de multiples exemples de ça dans les analyses sociologiques et dans les études d'opinion, ne se sentent plus du tout en communauté avec Pékin et avec le régime tel qu'il est devenu. Donc je crois qu'il y a effectivement une situation qui est nouvelle, et le point sur lequel je voudrais insister, en poursuivant le raisonnement de Mme Niquet, mais en soulignant quand même les responsabilités qui sont celles de l'Union européenne, c'est qu'il faut que nous nous interrogions de façon renouvelée sur le sens de l'évolution de la République populaire. Et je pense que c'est un mouvement trop lentement, à mon goût, comme la plupart du temps dans le fonctionnement de l'Union européenne, mais c'est un mouvement qui est commencé. Et je suis obligé de dire que j'ai une petite hésitation pour caractériser la position du président de la République, que je soutiens et avec lequel j'ai les relations les plus chaleureuses, mais je sens bien que le centre de gravité de l'Union européenne, jusqu'à cette année, consiste à dire « nous ne voulons pas que s'établisse une polarisation. Nous ne voulons pas qu'il y ait une montée de tension, et nous voulons jouer un rôle de tiers intermédiaire. Et nous reconnaissons l'importance majeure de nos liens économiques avec la Chine. » Et bien entendu, il y a des différences entre les Européens, comme toujours quand il y a des questions de politique étrangère, mais enfin c'est ça le point moyen. Et ma propre réflexion, et ce que je lis chez beaucoup de chercheurs et de gens qui travaillent sur cette zone, c'est que l'évolution engagée
par le pouvoir de Xi Jinping durcit le régime chinois, non seulement sur le plan des relations politiques et militaires avec son environnement, mais aussi sur le plan économique. Je pense que la Chine est en train de devenir un partenaire moins prévisible dans les relations économiques et commerciales, et que nous sommes en train de sortir de la période d'ouverture assez bienveillante introduite par Deng Xiaoping. Et le durcissement, alors avec parfois des arguments économiques qui s'entendent, le durcissement des réglementations et des moyens d'intervention des autorités publiques sur la vie économique en Chine fabrique de l'instabilité et fabrique de l'imprévisibilité pour les partenaires économiques. Donc il me semble que s'il y a quelque chose, moi c'était vendredi, à un colloque sur la défense européenne chez des amis en Autriche, et je soulignais que aujourd'hui, l'Union européenne est hors d'état de jouer un rôle dans la survenance d'un conflit avec Taïwan, parce que nous n'avons pas la capacité de monter un système de sanctions en direction de la Chine. Parce que ces sanctions auraient tellement de contre-effets sur nos propres économies que nous nous effacerions. Et donc, je pense que l'évolution qu'il faut envisager du côté des Européens, mais dans leur propre intérêt, c'est de réduire leur dépendance à la Chine. Alors, on est tombé sur cette question de façon assez anecdotique avec les histoires de masques et les histoires de principes actifs des médicaments les plus banals. Enfin, on ne sait plus faire de l'aspirine. Mais le sujet est beaucoup plus profond et il touche des secteurs de relations économiques qui sont beaucoup plus stratégiques. Et donc la question, c'est de savoir, et elle va être traitée, pas forcément tranchée, dans une réunion importante qui est prévue entre l'Union européenne et ses partenaires asiatiques, qui je crois se fera à Paris, à la fin février, pendant le déroulement du programme de la présidence française. Mais nous, au Sénat, les collègues de la Commission des Affaires étrangères en particulier, regardent déjà le glissement qui s'exprime dans les déclarations du Conseil européen de politique étrangère, qui sont toujours des documents assez allusifs, dans lesquels n'apparaissent toujours que des évolutions très graduelles. Mais ma perception, et en même temps mon souhait, donc j'essaye d'être lucide, mais ma perception, c'est que la prise de conscience d'un partenariat de plus en plus difficile et de plus en plus dangereux pour nous, du fait des vulnérabilités accumulées avec la Chine de Pékin, devient un problème systémique pour l'Union européenne. Alors, effectivement, la façon dont le problème a été présenté ou caricaturé par le président Trump n'a pas aidé à la prise de conscience. Et donc, pendant toute la présidence Trump, nous étions, nous, Européens, plutôt les infirmiers de service, en disant « mais ça va pouvoir s'arranger, on va pouvoir trouver des compromis, etc. » Mais malheureusement, ça peut arriver vis-à-vis d'autres personnages extrêmes, c'est pas parce que Trump dit quelque chose que c'est toujours faux. Et il disait « mais ça oblige à se méfier. » Et il me semble vraiment que le moment un peu clé, il s'approche beaucoup plus sur le plan économique. Alors après, il y a évidemment le sujet de savoir ce que serait la stratégie américaine. Je n'ai pas de révélation à faire sur ce sujet. Simplement, le problème pour les États-Unis, il est marqué par deux points essentiels. Pour la quasi-totalité des partenaires politiques des États-Unis, et notamment aux États-Unis, notamment en Asie, il est clair qu'une abstention ou une réaction minorée des États-Unis dans le cas d'une attaque militaire de la Chine contre Taïwan serait un facteur de perte de crédit et de perte de confiance absolument décisif. Mais j'ajoute une deuxième considération qui est plus stratégique. C'est que l'un des principaux éléments du renforcement du potentiel militaire chinois au cours des 10 dernières années est naval. C'est-à-dire qu'on voit se développer une manœuvre de moyen à long terme qui est que la Chine veut devenir une puissance, sinon dominante, du moins à l'équilibre avec le partenaire américain sur l'ensemble de l'espace pacifique. Et d'ailleurs, il m'arrive de faire remarquer de façon un peu narquoise que le terme d'Indo-Pacifique, qui est apparu
dans le vocabulaire stratégique au cours des 5 dernières années, n'est qu'une façon euphémique de dire, au fait, dans cet espace-là, il y a un danger. C'est pas très difficile de trouver son nom à ce danger. Enfin, pour l'instant, on appelle ça la zone Indo-Pacifique. Mais on n'en parlerait pas s'il n'y avait pas un danger chinois, en réalité. Et donc, quand vous regardez la carte, tout simplement, depuis la Corée jusqu'aux Philippines, il y a un ensemble de zones, d'une espèce de vaste archipel qui coupe l'accès pour des forces massives au grand large du Pacifique, et que, évidemment, Taïwan est un élément clé de cette chaîne. Et pour des pays comme le Japon, il est clair que si la Chine acquérait la possibilité de se projeter directement vers le grand large du Pacifique, ça changerait énormément de choses dans leur environnement de sécurité. Donc, je crois qu'on est dans une période de mutation, dans une période d'évolution. Par ailleurs, on en a déjà parlé, et je ne vais pas être trop long, mais Taïwan joue un rôle économique important, c'est un pivot économique dans la région, et il y a beaucoup de pays de la région, notamment l'Asie du Sud-Est, qui sont en interdépendance avec Taïwan, donc qui ont beaucoup à perdre dans le cas d'une perturbation stratégique. Donc je crois que nous sommes dans une période charnière, mais que les Européens ont à regarder leurs propres responsabilités, d'abord sur le plan économique. Bien, je vous remercie beaucoup, monsieur le sénateur, pour votre contribution très intéressante et très nourrie aussi d'une expérience directe des relations avec Taïwan. Je voudrais maintenant donc donner la parole à son Excellence, monsieur le représentant de Taïwan, qui précisément, disons, va nous parler des perspectives concernant les relations entre la France, l'Union européenne et Taïwan à la lumière de son expérience de diplomate. Vous avez la parole. Très bien. Si je parle comme ça, est-ce que vous m'entendez? Ouais, je préfère parler comme ça. Alors, merci de m'avoir invité ce soir pour parler de Taïwan et l'Union européenne. Moi-même, personnellement aussi, moi j'avais fait des études en France dans les années 90. C'est la France qui m'a ouvert les yeux pour connaître le monde, parce que j'ai quitté Taïwan en 89. Tout à l'heure, mon cher ami Alain Richard parlait que Taïwan, dans le passé, était une grande dictature, mais justement en 1988, c'est la mort du fils de Chiang Kai-shek, Chiang Jing-kuo, et j'étais dans l'armée, et j'étais dans les îles Matsu pour défendre Taïwan. 89, c'est le petit début d'une autre période du président Lee, mais on était en effet encore sous la dictature. Donc M. Lee avait changé Taïwan quelques années plus tard. Donc j'étais venu à l'époque, c'est-à-dire sans vraiment connaître le monde, et je remercie toujours de mon cœur ce que la France m'a enseigné, m'a éduqué, m'a apporté pour voir le monde. Et donc, je commence par cette petite histoire personnelle pour dire, si Taïwan était vraiment chinois et faisait partie de la Chine, peut-être il n'y aura pas tous ces conflits, tous ces problèmes. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que tout le monde, même les Taïwanais, ont oublié que Taïwan a une grande histoire avec l'Europe. Et c'est le sujet qui est dit aujourd'hui, ce que je vais élaborer un petit peu. Et dans la partie européenne, pour moi, c'est la France qui a joué le plus grand rôle, que je vais encore le parler tout à l'heure. Et que personne ne voit les relations entre Taïwan et l'Europe de cette façon-là. D'abord, si nous sommes un petit peu plus âgés, comme moi, vous devez savoir, la première fois, les gens présents, sauf les jeunes, qui avaient entendu parler de Taïwan, ça ne devrait pas être Taïwan, ça devait être Formose. Et Formose, c'est un nom européen. Ce sont les Portugais qui ont donné le nom de Taïwan. Donc si vous remontez un peu dans les temps, j'insiste beaucoup là-dessus, en 1624, à Taïwan, la majorité de la population, en effet, c'est des aborigènes, c'était 100 000 aborigènes, 1000 Hollandais, enfin avec des mercenaires, dont il y avait des Finlandais aussi, 1000 Hollandais, 700 Chinois et 200 Japonais, selon un statistique. Donc vous voyez, il y avait plus d'Européens que de Chinois. Donc si les Hollandais étaient restés, Taïwan ce serait européen, je vous dis. D'ailleurs, votre représentant, son appel ambassadeur français à Taïwan, M. Jean-François Casabonne, m'avait parlé une fois,
il avait vécu dans certains pays asiatiques, il disait, et en effet, Taïwan, c'est le seul pays européen de l'Asie. Pourquoi? Parce que nous partageons les mêmes valeurs. Ce sont les valeurs de démocratie, de liberté, d'individualisme. Et puis je vous rappelle, hein, notre présidente est une femme. On est plus avancé que vous. Nous partageons les mêmes valeurs, mais on a mieux réussi que vous. Le pourcentage des parlementaires à Taïwan dans notre Parlement, c'est à peu près 43%. C'est plus haut, un taux un petit peu plus haut que vous chez vous en France. Mais ils sont tous élus directement. Hein. Donc, sur beaucoup de valeurs, Taïwan, c'est un pays européen. Alors, donc je disais tout à l'heure, on a oublié cette période-là. Après, portugais, hollandais, espagnol, effectivement, nous sommes entrés dans la période chinoise. Et après, dans la période chinoise, nous sommes entrés dans la période japonaise. Donc moi, je présente souvent Taïwan. C'est-à-dire Taïwan est composé de 3 éléments. C'est plus simple que l'histoire de la France. Hein. Europe, Chine, Japon, et maintenant nous sommes héritage de ces 3 périodes. Alors, la Chine, bien sûr, je reviens à ce que dit, si Taïwan était chinois, toute chose aurait été beaucoup plus simple. Il n'y aura pas toutes ces inquiétudes de Troisième Guerre mondiale. Donc, effectivement, il y a une grande partie de Taïwan qui est chinois parce que nous avons été sous l'Empire Qing pendant 200 ans. Mais il n'y a pas que ça, parce que là, je viens de vous dire, il y a aussi des valeurs, il y a aussi la démocratie. Donc, l'Europe joue aussi une partie très importante à Taïwan. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements sociaux, tout ça, qui ont été inspirés par l'Europe. Et ça joue un rôle très important. Ces valeurs-là sont même parfois plus avancées que les valeurs américaines. Et de l'autre côté, ce sont les 50 ans, après 1895, quand les Japonais ont été sur place, eh ben, ils nous ont transformé la modernité. Vous savez, le premier pays qui avait unifié Taïwan, ce n'était pas la Chine, parce que la Chine était incapable. Et pourquoi? Si vous connaissez un peu Taïwan, vous savez, Taïwan, c'est un pays composé de très hautes montagnes. Donc, les montagnes au-dessus de 3000 mètres, c'est à l'ordre de 268. Pour contrôler ces montagnes, si vous n'avez pas une technologie moderne, vous êtes même incapable de monter dans les sommets. La première personne qui avait atteint le sommet de Taïwan, c'est un sommet autour de 4000 mètres, hein, c'était un Japonais, ce n'était pas un Chinois. Donc, pour pouvoir contrer tout ça, il a fallu l'empire japonais moderne, après l'époque de Meiji, pour tout contrôler Taïwan. Et après, vous savez la suite, c'est 1900, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc le problème aussi, c'est que tout le monde, quand on parle de Taïwan, on commence par 49, on dit Taïwan cherche l'indépendance, c'est Chiang Kai-shek. Donc c'est comme, il y a un présumé pour dire, avant 1949, Taïwan, c'était chinois. Mais on n'était pas chinois, on était japonais. On est japonais par un traité formel international. Donc, pour moi, à chaque fois, j'essaye maintenant, avec tous mes forces, de dire, c'est aussi un problème de Taïwan, hein, il n'y a pas de réunification, il n'y a pas d'unification. Parce que, déjà, ce pouvoir chinois en Chine n'a jamais contrôlé Taïwan. Il n'a jamais eu de militaires chinois de l'armée populaire qui ont mis ses pieds sur Taïwan. Récemment, notre président a reconnu qu'il y avait des militaires américains qui étaient sur place à Taïwan. Il y en a eu beaucoup d'Américains. Il y a eu des Français, on va en parler tout à l'heure. Parce que nous, les équipements militaires qui protègent Taïwan sont des Mirage 2000, des frégates Lafayette. Donc vous avez, pendant certaines époques, envoyé des militaires à Taïwan. Donc il y a eu des Français, mais il n'y a jamais eu de Chinois. Donc ils n'ont jamais contrôlé Taïwan. Donc le problème du mot unification ou réunification, pour moi, c'est très dangereux. Parce que vous donnez raison aux Chinois de prendre Taïwan par tous les moyens nécessaires. Donc j'essaie de parler aux journalistes, arrêtez d'utiliser le mot unification, réunification, c'est une conquête chinoise. Et cette conquête chinoise, eh ben, c'est parce que M. Xi va bientôt faire face à ce qu'on appelle la réélection pour être président de la ville l'année prochaine. Il a besoin de prouver qu'il était l'empereur, le plus grand empereur de Chine depuis 5000 ans, 6000 ans. Donc il veut prendre Taïwan. Donc ça, c'est ça qui est très dangereux. Parce que si la Chine peut se baser sur le fait qu'ils ont été à Taïwan pendant quelques années pour prendre Taïwan, ben, les Espagnols peuvent aussi le faire, les Hollandais, les Japonais. Et ça n'arrête plus, hein, ça ne va plus s'arrêter dans le futur. Parce que tout le monde peut prétendre de reconquérir le monde, les territoires qu'ils ont conquis dans le passé. Et vous pouvez imaginer à quel moment on sera. Donc c'est pour ça que Taïwan, il faut absolument arrêter les ambitions chinoises. Alors je reviens sur les choses que je dis pour clarifier quelques idées, pour dire que Taïwan avait des relations avec l'Europe, surtout l'Europe a été à Taïwan,
Mais il y avait aussi, je vais parler après à France. Je reviens un petit peu sur ce qu'on parlait tout à l'heure des semi-conducteurs, que tout le monde maintenant dit ah mais il faut travailler avec Taïwan pour les semi-conducteurs. Mais vous savez, maintenant, on est avec la pression des Américains, on va construire des usines aux États-Unis, plusieurs, à l'État d'Arizona. Il paraît qu'aujourd'hui, mais moi, ma date c'est le 14 octobre. Le Japon a annoncé que Taïwan va aussi construire des usines au Japon et ils vont commencer à produire des semi-conducteurs en 2024. Ma connaissance, c'est il y a quelques semaines. Bon. Selon un article de The Economist britannique, l'hebdomadaire très connu, TSMC produit 86% des semi-conducteurs les plus sophistiqués. Mais tout le monde parle simplement de TSMC. Ah, mais c'est taïwanais, c'est taïwanais. Et maintenant, sur les 3 grandes régions du monde, je veux dire les centres économiques du monde, on va coopérer avec les États-Unis, on va coopérer avec le Japon, mais il n'y a pas d'Europe. Aujourd'hui, c'est encore à Bercy, on me rappelle en disant ah, c'est très important de construire ces usines en Europe. Mais vous savez, le TSMC, c'est un produit de coopération taïwano-européenne. TSMC a été créé en 1986 avec le ministère d'économie taïwanais et Philippe. C'est hollandais. Ça rappelle un peu l'histoire. Et ça continue de l'être. Vous savez, bon, les semi-conducteurs, on a beau dire c'est très bien, mais il faut des machines pour le faire. Et vous savez, les machines, ça vient d'où? Ça vient d'Europe. C'est ASML avec une haute technologie qu'on appelle, on a des professionnels ici, qui s'appelle la technologie EUV. Et c'est pas une variante, c'est-à-dire qu'il faut imprimer les circuits dans un truc, les nano technologie. Voilà. Et ces machines-là, vous savez, une machine, c'est 180 tonnes, et ça coûte cher, machine, c'est plus de 100 millions d'euros. Et c'est une production de coopération européenne. Donc, en effet, les semi-conducteurs qu'on a tellement besoin, l'Europe est là-dedans. Mais simplement, il va falloir que TSMC aussi, quand la production finie sort, il faut qu'on revienne en Europe. Mais là, il va falloir que l'Europe parle avec Taïwan. Parce que depuis que je suis ambassadeur ici, j'ai toujours eu ce problème. L'Europe, oui, on veut parler avec Taïwan, mais comme Alain Richard le disait tout à l'heure, mais on ne peut pas parler avec vous. C'est-à-dire, on évite les rencontres au niveau politique en disant ah mais c'est trop sensible, si moi je fais ceci, les Chinois ne vont pas être contents. Donc vous avez laissé les Chinois imposer leurs valeurs chez vous. C'est eux maintenant qui décident quel ami vous pouvez avoir. Moi je n'ai pas dit établir des relations diplomatiques, j'ai dit simplement échanger, rencontrer, parler. C'est quand même la base de l'être humain. Si on peut même plus parler, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez parler avec le terrorisme, mais vous ne pouvez pas parler avec Taïwan. C'est vraiment bon. À chaque fois je lui dis vous savez, depuis je suis retourné à Taïwan en 1999 et chaque année je reviens en Europe à l'époque pour notre participation à l'OMS. Alors le fait tout simplement d'un corps être humain qui entre dans le building de l'OMS, il n'y a que deux sortes de personnes qui sont interdites. Terrorisme et taïwanais. Dès qu'on présente un passeport taïwanais, out. Et bon, il arrive que pendant l'Assemblée générale de l'OMS, on arrive à rentrer, mais tout de suite, il nous humilie. C'est-à-dire, vraiment, il nous humilie. Il nous donne des humiliations. Notre délégation est toujours encerclée par la police de l'OMS. C'est humiliant, hein, vous voyez. Nous, on est là, et puis la police est devant nous, comme on est des prisonniers. Et les autres, ils sont là. Donc vous voyez, c'est-à-dire l'Europe où s'auto-censure, et quand on voit le monde est en train d'évoluer, les Japonais, les Américains, les Australiens et d'une partie les Britanniques ont senti un peu cette évolution. Donc on commence à parler avec Taïwan. Donc pour cette production qui a un lien avec l'Europe, ma position a toujours été il faut parler avec Taïwanais, et parler avec Taïwanais, ce n'est pas une faveur donnée à nous. C'est la base, il faut discuter. Moi-même, j'ai rencontré beaucoup dans le passé pour certains échanges, coopérations d'achat qui coûtaient très cher à la France. Je disais à la France, mais il y a un décideur qui se trouve dans le coin, mais parlez avec nous. Il dit, ah non, on ne peut pas parler parce qu'il est trop sensible. Mais avec les autres, ça peut se produire. Mais je suis très content parce qu'il y a des choses qui commencent à évoluer. Et grâce à la France, donc je reviens sur une chose pour dire, parce que là, je
je vous présentais un peu pour vous clarifier les relations entre Taïwan et l'Europe, et je vous disais qu'il y a une partie de Taïwan qui est européen, et puis je vous disais tout à l'heure que la France a joué un rôle et continue à le jouer. Alors, dans le passé, je disais, j'ai cité les Portugais, les Hollandais, les Espagnols. Donc Europe, Chine et Japon. Mais vous savez, entre la période que Taïwan est devenu japonais, et ben c'est un Français qui avait encouragé le gouvernement japonais à prendre Taïwan. Il se trouve en 1885, quand vous avez fait la guerre contre la Chine, 1885, exactement au mois de juin, vous avez signé un traité avec la Chine pour obtenir l'Indochine. Et donc quand vous avez obtenu l'Indochine, déjà, premièrement, du côté de Taïwan, parce qu'il y avait une intervention, c'est-à-dire votre marine était sur place, vous avez occupé Taïwan pendant quelques mois. Donc Alain Richard allait visiter le cimetière des soldats français morts pour la France, et maintenant notre gouvernement s'en occupe pour la maintenance. Et donc pendant quelques mois, les Français ont été sur place. Alors déjà, une chose, Taïwan à l'époque a été d'une certaine façon, Taïwan est très content de l'intervention française, parce que avant cette période-là, Taïwan était simplement une préfecture attachée à la province de Fujian en face de Taïwan, une grande province chinoise, et que les Chinois, c'est un territoire paumé, de toute façon, personne ne veut s'en occuper. Donc, tous les hauts fonctionnaires qui étaient envoyés à Taïwan, après 3 ans, le seul but c'était de retourner en Chine. Ils ne voulaient pas rester à Taïwan. Donc, Taïwan était sous-développé. Et donc, après cette intervention française en Indochine, en la mer de la Chine du Sud, les Chinois ont commencé à se dire, mais l'invasion pouvait venir de la mer. Donc, ils commençaient à prêter plus d'attention sur Taïwan. Donc, la même année, en 1885, je crois que c'est la première fois à l'histoire que Taïwan a été très content de devenir une province chinoise. Parce que là, la Chine dit, on va bien construire Taïwan, parce que les Français ont été là et ils nous ont envahis. Donc voilà, on est devenu une province chinoise. On est très content à l'époque. Mais, déjà, je vous disais tout à l'heure l'histoire disant que les Chinois méprisaient un peu Taïwan et considéraient vraiment Taïwan un endroit très loin. Parce qu'il y avait eu, par exemple, vous savez, la première fois que les Américains ont utilisé leur force en Asie, c'était aussi à Taïwan. Parce qu'il y avait un bateau qui s'était échoué aux côtes de Taïwan. Et après, quand ils ont monté à Taïwan, ils ont été massacrés par les aborigènes. Donc, un Français, c'était à l'époque, il y avait un Français qui s'appelait Charles Legendre, c'était un Lyonnais, qui avait fait sa carrière aux États-Unis pendant la guerre civile, et il est devenu le consul général à Xiamen, en face, encore une fois, à Fujian, en face de Taïwan. Alors lui, il était venu pour essayer de régler toutes ces affaires-là, et les Chinois ont dit, ils représentaient les intérêts américains. Alors les Chinois ont dit, et vous savez, Taïwan, c'est un territoire hors de la civilisation chinoise. Pour celui qui comprend le chinois, Huawei Zhiti. Huawei Zhiti, c'est-à-dire un territoire hors de la civilisation chinoise. Donc, pour nous, c'est pas à nous, à vous de régler. Alors, M. Charles Jean disait, mais c'est pas vrai, parce que pour lui, c'est Formose, c'est une belle île. Pourquoi les Chinois n'en veulent pas? Donc, déjà, l'affaire n'a pas été réglée. Les Américains ensuite ont envoyé quelques armées pour essayer de régler le problème, mais ils ont été battus, ils n'ont pas réussi à leur conquête sur Formose, donc ils se sont retirés. Mais ce monsieur Charles Gendre, après, est devenu conseiller, même le premier conseiller étranger de l'empereur du Japon, Meiji, il lui a dit, mais il faut prendre Taïwan. Vous savez, parce que les Chinois ne se préoccupent pas de Taïwan. Et en effet, ce qui est arrivé 10 ans après, les Japonais sont venus, ils ont pris Taïwan, c'était la guerre Shimonoseki, ils ont gagné la guerre, ils ont pris Taïwan. Voilà, donc s'il n'y avait pas ce Français-là, peut-être les Japonais ne sont pas intéressés à Taïwan. Deuxième chose, après que les Japonais sont venus à Taïwan, ils sont venus en 1895. 3 ans après, ils ont dit, mais Taïwan, c'est difficile, il n'y a que de la maladie, il n'y a personne, nos soldats morts de maladie, qu'est-ce qu'on va faire? On va le vendre. Vous savez à qui ils ont décidé de vendre? À la France. Et les Français ont dit oui. Mais après, les Japonais l'ont regretté, donc ça n'a pas été fait. Et vous savez, à l'époque, vendre des territoires, ça se produisait très souvent, comme Alaska, comme la Louisiane, vous les avez vendus aux Américains. Donc, à l'époque, quand vous voulez vous installer avec Indochine, vous voulez vous installer dans la région, vous avez voulu acheter Taïwan, mais ça n'a pas été fait. Sinon, tout le monde parlerait français aussi chez nous. Donc déjà, deuxième événement. Troisième événement, c'est en effet, on saute très rapidement.
On arrive à la fin des années 80, au début des années 90. Donc Taïwan manquait terriblement des équipements militaires parce que tout le monde, vous savez, 89-90, il y a eu Tiananmen bien sûr, mais avant Tiananmen, Taïwan, c'est-à-dire les Américains étaient... Tout le monde pensait qu'un jour Taïwan deviendrait chinois. Donc les Américains aussi se limitaient un petit peu de garder distance, même pour les équipements militaires avec Taïwan. Alors Taïwan cherche naturellement une sortie et on a négocié avec la France et la France a vu que l'image de la Chine s'était détériorée et on avait décidé de vendre 170 Mirage 2000 à Taïwan et 6 bateaux type Lafayette. Les Américains ont été très en colère. Un instant, la France a joué un rôle très important dans l'édiction de l'embargo de fourniture militaire à la Chine dans la suite de Tiananmen qui est toujours en vigueur. Alors pour moi, le plus important, c'est que c'est une affaire similaire au sous-marin avec l'Australie. Les Américains ont su que Taïwan allait acheter 170 Mirage 2000. Ils ont dit ah non, vous ne pouvez pas faire ça. Taïwan, vous n'avez pas le droit de faire ça. Il faut que vous achetiez des F-16. Donc ils nous ont forcé d'acheter des F-16 et nous on dit mais on a déjà conclu quelque chose avec la France, qu'est-ce qu'on va faire? Après on a dit on a quand même un budget limité, on n'est pas la France ni les États-Unis. On a décidé, on réduit un petit peu les 170, on va les réduire à 70 Mirage 2000 et on va acheter davantage, on a acheté 160 F-16. Mais pour nous, ce qui est le plus important avec ces 70 Mirage 2000 et 160 F-16, l'armée de l'air taïwanaise, d'un coup est devenue une armée de l'air moderne, grâce à l'intervention française à l'époque. Et donc, en poids strict, c'est les 3/4 de l'armée de l'air française. Ouais. et on le dit aussi, on le répète, à l'époque, les Mirage 2005, Taïwan est le premier pays à utiliser ces avions les plus avancés, même plus tôt que l'armée de l'air française. Donc la France a été très généreuse, et ce qui est important, c'est que ça a complètement changé notre capacité à défendre, et ces Mirage 2000 continuent à défendre le ciel de Taïwan actuellement avec les incursions militaires chinoises. Vous savez, les Chinois, il y a un mois, nous ont envoyé d'un seul coup une escadron de 56 avions militaires chez nous. Là, nous remercions beaucoup la France sur ce geste-là. Donc ça, c'est la première chose. Et je termine là-dessus pour que ces relations entre la France et Taïwan, si vous pouvez le constater, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, c'est vraiment la semaine d'Europe à Taïwan. Tout le monde part d'Europe parce qu'il y a une visite officielle de l'Union européenne, du Parlement européen à Taïwan, et puis nous avons envoyé notre ministre des Affaires étrangères en République tchèque, en Slovaquie, il a été à Bruxelles, et puis on avait aussi envoyé une délégation officielle composée de ministres d'économie, de national et des industriels pour investir en République tchèque et en Lituanie. Mais tout ça, toute cette semaine d'Europe a été initiée par M. Alain Richard, qui était venu il y a 3 semaines. Tout le monde a parlé de cette délégation française. Et il ne faut pas oublier que la délégation officielle de Bruxelles c'était conduite aussi par un Français qui s'appelle Raphaël Guzman. Donc la France joue des choses là-dedans. Mais bien sûr, je dois parler aussi un peu de l'histoire derrière. Pourquoi Taïwan a voulu envoyer cette délégation officielle en Europe? C'est aussi parce que pendant Alain Richard disait tout à l'heure que l'année dernière on a fait une très bonne gestion du Covid-19, mais après il y a eu beaucoup de problèmes parce que là on avait créé un paradis sans virus, mais il fallait vivre, revenir dans le monde réel. Et comment on peut revenir? Mais il va falloir des vaccins. Et les Chinois ont fait pression sur les laboratoires étrangers. Moi-même, j'étais impliqué dans cette affaire pour que les laboratoires étrangers ne vendent pas de vaccins à Taïwan. Ils veulent forcer Taïwan à prendre des vaccins chinois que nous, on ne veut pas. Et donc, par exemple, le BNT allemand avait annulé un contrat de 15 millions de doses de vaccins à la veille parce que la Chine avait fait pression. Donc nous, on a été obligés vraiment de travailler avec tout le monde. Et j'avais fait aussi une petite demande que M. Richard connaît avec la France, mais bon, malheureusement, ça n'a pas abouti. Mais certains pays européens ont accepté de nous aider là-dessus. Donc c'est la Lituanie, la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne qui nous ont donné, pas beaucoup, enfin, mais quand même, pour nous, c'est une sorte de sentir qu'on n'est pas seul dans le monde. C'est pour revenir, tout à l'heure, on disait, il y avait une question qui a été posée, jusqu'où l'Europe, la France peut aller. Et Alain Richard disait qu'il fallait être c'est-à-dire pas naïf. La France, l'Europe
n'est pas capable de sanctionner la Chine. Nous aussi, nous ne sommes pas naïfs. Personne à Taïwan, je dis vraiment, personne pense que la France, si jamais il y a un problème qui va arriver à Taïwan, que la France va envoyer votre armée chez nous. Ce n'est pas tout ce que nous demandons. Nous ne demandons pas non plus des aides financières. Tout ce que nous voulons, moi je pense, le rôle de l'Europe, en ayant dit tout ça, c'est vraiment une sorte de... Il faut défendre les valeurs que nous partageons ensemble et puis donner aux Taïwanais qu'on n'est pas seul. On est, avec toutes nos réussites sur la gestion du Covid-19 avec des façons démocratiques, on n'est pas maintenant le seul pays dans la Terre qui dit encore que la démocratie, ça fonctionne. Parce que même en Europe, en France, vous avez beaucoup de doutes maintenant sur la démocratie. Et nous, on dit, la démocratie, ça fonctionne. Vous voyez comment ça a bien fonctionné pour la gestion du Covid-19. Donc, on ne peut pas se sentir seul. Donc, ces encouragements venant des autres pays sont extrêmement importants. Et donc, je suis très reconnaissant, ce n'est pas seulement moi, Mme Tsai Ing-wen, le peuple de Taïwan est très reconnaissant envers M. Alain Richard, qui avait fait passer une résolution au Sénat de 304 contre 0 à l'unanimité pour soutenir, ce n'est pas une reconnaissance diplomatique, mais pour simplement soutenir Taïwan pour que les organisations internationales puissent discuter de Taïwan. Par exemple, le Covid-19, on avait donné l'alerte en 2019, en décembre, mais l'OMS, sous l'influence chinoise, ça n'a pas voulu nous écouter. Et c'est ça qui a posé aussi tant de problèmes. Donc il va falloir la résolution de la Richard, c'est que Taïwan puisse participer, pas devenir membre, mais participer à tous ces organisations internationales qui sont cruciales, par exemple pour la santé publique. Donc ces encouragements, je pense, c'est une façon que l'Europe peut vraiment jouer. Bruxelles est en train aussi de jouer. Vous savez, je terminerai là-dessus. Ça correspond aussi un petit peu à ce que Raphaël Guzman avait dit à Taïwan. Je l'ai toujours dit, parce qu'on m'a souvent posé la question, qu'est-ce que la France peut faire? Moi, je dis, il faut que la France parle de Taïwan, parle de Hong Kong, parle de tout ça. Parce que plus vous isolez Taïwan, encore une fois, plus vous donnez raison à la Chine, et Taïwan fait partie de nous, on peut tout faire. De toute façon, vous n'avez pas le droit. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la non-ingérence. Vous ne pouvez rien dire sur ce que nous, les Chinois, on fait chez nous. Donc, plus vous vous isolez Taïwan, c'est-à-dire moins vous en parlez de Taïwan en se pliant sous la demande chinoise, vous donnez raison aux Chinois, et puis un jour, ils vont vraiment utiliser des moyens militaires. Donc maintenant, je suis plus d'accord avec Valérie Niquet, avec Alain Richard, qu'il n'y a pas de risque. Pourquoi? Mais c'est parce que vous avez contribué, tout le monde parle de Taïwan actuellement. Donc les Chinois, ils sont aussi réalistes. Quand tout le monde regarde, eux, ils vont s'abstenir un petit peu. Mais avec la politique de M. Xi, si un jour vous disait il va falloir établir notre bonne relation avec la Chine, donc on va arrêter un petit peu de soutenir Taïwan, et je vous jure, là, ça deviendra très, très, très dangereux. En plus, vraiment, je terminerai là-dessus. C'est maintenant pas bien sûr, si on regarde maintenant, les Chinois ne sont pas prêts à envoyer vraiment une armée à envahir Taïwan. Mais ce sont leurs politiques qui sont irresponsables. La Chine, c'est la deuxième puissance du monde. La Chine a une grande histoire, la Chine a un rôle à jouer. Donc les grandes puissances comme la France, normalement, a la responsabilité pour la stabilité. Ce n'est pas de créer des problèmes. C'est pour ça que vous êtes partout, c'est pour essayer de vous donner aussi beaucoup d'aide à tous les pays du monde, pour essayer, pour le futur de l'humanité. Parce que c'est un grand pays, ce sont les pays les plus importants. Mais leur politique maintenant envers Taïwan, c'est irresponsable. En envoyant un escadron de 56 avions pour faire des incursions dans notre espace aérien, ça a produit la même chose. Vous savez, en 2001, il y avait un avion américain qui a été heurté par un avion militaire chinois. Vous pouvez imaginer qu'est-ce que ça peut se produire. Qu'est-ce qu'on va faire? Si il y a deux avions se heurtent ou s'il y a un tir par incident, parce que les pilotes chinois sont extrêmement nationalistes, on sera obligé de répliquer pour défendre nos territoires. Et là, la guerre peut se produire comme ça a été produit pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, donc je pense, je termine là-dessus, c'est que ce que l'Europe, que nous souhaitons l'Europe, ou la France peut faire, c'est vraiment de parler de Taïwan, d'augmenter les échanges, même au niveau politique, parce qu'une discussion entre deux pays qui ne se connaissent pas, ça se produit toujours. Avant l'établissement des relations diplomatiques. Je ne veux pas dire qu'on va établir des relations diplomatiques, mais dire même le fait qu'on n'a pas de relations diplomatiques, on peut quand même discuter, parler, échanger ensemble. Surtout Taïwan.
le PIB taïwanais, c'est un quart de la France. Importation plus exportation, c'est la moitié de la France. Le PIB taïwanais, c'est comme la Suède. On est une démocratie, on a de la liberté, sur beaucoup de valeurs, on partage ensemble. Et puis, vous avez été chez nous pendant certaines époques. Donc, sur les 3 éléments qui composent Taïwan, il y a le parti qui est européen. Donc, en se basant sur toutes ces choses-là, sur ces histoires communes, je pense que les discussions et les échanges sont vraiment nécessaires pour gérer ensemble cette crise de l'Indo-Pacifique et puis de construire le futur ensemble. Voilà, je vous remercie. Je remercie son Excellence, Monsieur le représentant. Et bon, moi, j'ai personnellement beaucoup de questions à vous poser, mais il faut donner la parole à la salle. Et donc, le micro va circuler et vous posez une question. Merci, Monsieur le sénateur. Merci, Monsieur Wu. Alors, j'ai une question à poser à Monsieur Wu. C'est presque une supplique. On a parlé d'investissement de TSMC aux États-Unis, au Japon. Et si TSMC venait investir en Europe et en particulier en France, 7 milliards, ça a coûté 7 milliards d'euros, je crois, la dernière usine au Japon. Je crois qu'il y a un programme d'investissement aux États-Unis de TSMC de 35 milliards d'euros. J'entends que récemment, le président de la République a prévu d'attribuer 1 milliard d'euros pour renforcer l'unité de production de ST Microélectronique. On aimerait bien avoir beaucoup plus. Et pourquoi pas une usine de semi-conducteurs de la taille de celle-là, cofinancée par Taïwan. Je réponds tout de suite. Alors, la France, maintenant, a quand même un très bon avantage, c'est que votre économie, sous M. Emmanuel Macron, fonctionne très bien. Cette année, vous prévoyez une croissance de plus de 6%. C'est plus haut que Taïwan. Taïwan, c'est 6%. C'est déjà pas mal. Mais l'année dernière, on a été le pays qui avait le plus de croissance économique du monde. C'était 3% quand tout le monde était moins. Et nous, c'était plus 3%. Alors, en se basant sur 3%, on a encore 6%. Donc, moi, je pense que c'est très bien. Mais vous, en partant un peu plus loin de nous, maintenant, vous avez plus de 6%. Vous avez aussi un taux de chômage qui baisse. Donc là, c'est très bien. Et vous avez un projet de M. Emmanuel Macron qui prévoit tous ces investissements sur le domaine économique. Donc ça, ce sont des images et d'autres choses, encore une fois avec M. Alain Richard, puis peut-être on a 80% de chances qu'à la fin de ce mois-ci, l'Assemblée nationale va voter la même résolution pour soutenir Taïwan. Donc l'image de la France à Taïwan, M. Richard peut le confirmer, est très bonne maintenant à Taïwan. Quand il était à Taïwan, il a vu tout le monde. Moi, j'ai du mal à avoir un ministre, mais il a vu tout le monde, du président à tous les ministres qu'il voulait rencontrer. Donc, la France a vraiment une belle image à Taïwan et que Taïwan veut aussi développer ses relations avec vous. Mais l'Europe, c'est pas que la France. Il y a aussi l'Allemagne. Il y a aussi les autres pays, il y a les pays d'Europe centrale. Alors, un peu de désavantage, c'est comme votre représentant Jean-François Casabonne, parce que lui, il est sur place, il peut mieux le dire. Il me dit, le problème, c'est que les Ternais connaissent mieux les industriels allemands que les industriels français. Naturellement, nous travaillons beaucoup sur beaucoup d'échanges. Nous achetons par exemple des Airbus, des satellites, pour la maintenance d'équipements militaires, Thales, Dassault, Carrefour, tout ça sont chez nous. Mais il manque quand même un petit peu toute cette connaissance de tous les autres industriels. Il y a beaucoup de vin français, bien sûr, actuellement, nous adorons le vin français, mais pour lui aussi, le potentiel est là. Mais il va falloir qu'on se connaisse plus. Pour ces 4 grands partenaires en Europe, pour Taïwan, il n'y a que la France qui s'autocensure, je vais le répéter plusieurs fois, je ne sais pas un secret, il n'y a que la France qui s'autocensure, qui ne veut pas envoyer les ministres à Taïwan pour discuter avec nous. Alors les choses sont en train de changer, d'évoluer. Mais ce que je veux dire, je suis très satisfait maintenant de
de la France, mais si on peut aller plus vite, ce sera encore mieux. Tandis que les Allemands, les Hollandais, même les Hollandais, un petit pays, les Britanniques, eux, ils ont déjà l'habitude d'envoyer des ministres chez nous pour discuter de ces coopérations économiques. Donc pour moi, pas simplement au niveau ministériel, mais quand la crise sera terminée, il va falloir créer des mécanismes pour que les Français aillent plus déjà se rencontrer, se connaître. C'est important pour savoir le savoir-faire, ce qu'on peut faire. Alors on a la chance, par exemple, que dans 2 ans, nous avons aussi une sorte de fédération, une association des fédérations des entrepreneurs de Taïwan. C'est-à-dire tous nos investissements dans le monde, on a une association pour rassembler tous les entrepreneurs, les industriels ensemble. Il se trouve que le nouveau président, c'est un entrepreneur taïwanais qui s'est installé en France. Donc maintenant, c'est la France, pour nous, c'est la France qui est président. Donc en 2024, il va avoir cette sorte de fédération, de conférence mondiale des entrepreneurs taïwanais qui va se dérouler à Paris. Donc j'en ai parlé à Bercy, il faudra en profiter pour bien présenter la France, en espérant qu'il y aura comme quelqu'un du gouvernement français qui pourra donner un speech, par exemple. Là, c'est purement économique, on parle pas politique. Et tout ça sont des petites choses qu'on peut espérer travailler ensemble, et pour que TSMC ou plus d'industries électroniques puissent venir en France et qu'on puisse, pour moi, vraiment trouver un avenir ensemble. D'autres questions? Qui veut poser des questions? Moi, j'ai une question à poser à Son Excellence qui concerne la Nouvelle-Calédonie. Le mois prochain, il va y avoir un référendum. Est-ce que le gouvernement taïwanais, puisque Taïwan est une grosse importatrice de nickel calédonien, est-ce que le gouvernement taïwanais a une doctrine à propos de la Nouvelle-Calédonie et éventuellement de son accession à l'indépendance? Alors, je crois, j'en ai déjà discuté avec beaucoup de Français. Pour moi, c'est une question grave pour vous parce que le référendum, ce sera un choix entre la France et la Chine. Nous, en étant un tiers parti, nous l'abordons de cette façon. Parce que si jamais la Calédonie veut de l'indépendance, vous savez, la Calédonie dépend à 60% de ses relations commerciales avec la Chine. Et vous imaginez quand la Nouvelle-Calédonie va devenir indépendant, quelle ambassade il va pouvoir les accepter le plus rapidement possible. C'est tout à fait naturel. Le pays qui a le plus d'intérêt avec eux, et c'est qui? C'est la Chine. Et la Chine, pour eux, c'est vous mettre dehors de la région Indo-Pacifique. Ils vous détestent déjà pour tous les bateaux que vous voulez faire circuler dans la région. C'est vous mettre dehors pour eux. Donc ça, c'est leur région. Donc pour moi, ce qui m'inquiète, c'est vraiment ce futur que je ne partage pas et que je m'inquiète. Mais j'avais posé la question aujourd'hui à Bercy, on me dit que le sondage est plutôt en faveur pour que la Nouvelle-Calédonie reste en France. Donc, je ne sais pas si peut-être M. Alexandre peut répondre. Les choses vont se simplifier beaucoup. Nous sommes dans un processus qui a été un processus d'arrêt d'un conflit. J'en parle de près puisque c'est Michel Rocard et toute son équipe qui a organisé cette démarche de pacification. Il y a 32 ans, c'était en 88-89. Même ça a été fini fin 88, ça a été très vite. Et nous sommes à la fin d'un processus constitutionnel interne français qui a prévu que les conditions du choix durable de la Nouvelle-Calédonie de rester dans l'ensemble français ou d'acquérir l'indépendance s'organiseraient suivant une séquence qui se termine maintenant. C'est-à-dire que c'est au référendum de la fin de cette année que s'achève la période des engagements pris par la France elle-même de permettre une sortie de la Nouvelle-Calédonie de l'ensemble français. Sachant qu'il y a par ailleurs un dispositif des Nations Unies auquel les États-Unis prêtent une grande importance, car les États-Unis, depuis le milieu du XXe siècle, sont une puissance anticolonialiste. Et même, ça se sentait déjà dans les négociations du traité de Versailles, il y a 102 ans. Et donc, il y a une vigilance des Nations Unies sur les situations coloniales. Donc, il faut évidemment que notre adoption par une communauté, moi
J'ai eu du mal à avaler en Conseil des ministres quand nous avons adopté un projet de loi constitutionnel qui prévoyait la préférence nationale. C'est-à-dire qu'il ne donnait le droit de vote dans ces référendums d'autodétermination qu'aux Calédoniens de souche et aux résidents calédoniens depuis, je ne me rappelle plus quelle était la durée, mais depuis une durée très importante. Et le corps électoral a été ainsi gelé. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont installées, qui n'étaient pas de souche calédonienne, depuis lors, n'ont pas le droit. Ils ont le droit de vote pour voter aux législatives ou tout ce qu'ils voudraient, mais ils n'ont pas le droit de vote pour voter dans ce référendum. Et nous connaissons déjà le résultat, parce que l'ensemble des mouvements calédoniens, comme on dit kanak, favorables à l'indépendance, se sont divisés. Et dans les négociations sur l'organisation du dernier référendum, donc celui du 12 décembre, ceux qui étaient présents à la négociation qui s'est passée en fin juillet, si je me rappelle bien, étaient d'accord pour cette date. Et le mouvement global qui les réunit, le FLNKS, a décidé finalement, très tardivement, de dire nous boycotterons ce référendum. Et donc, nous savons déjà que le résultat sera le non à l'indépendance. Et ensuite, on revient dans la politique française traditionnelle, c'est-à-dire qu'on devra mettre à jour le statut de la Nouvelle-Calédonie comme territoire membre, constitutionnellement membre de l'ensemble français, mais il n'y a, à mon avis, je ne pense pas faire un scoop, il n'y a aucune probabilité pour que le vote pour l'indépendance ait lieu dans le 12 décembre. Oui, juste une question. Quels sont les rapports que vous entretenez entre Taïwan et Singapour et avec la diaspora chinoise à l'étranger, notamment en Asie? Alors, c'est une question, c'est-à-dire, là, tout à l'heure, je crois, il y a quelqu'un qui parlait, que seraient les positions des pays d'Asie du Sud-Est ou de la région de défendre Taïwan en cas de conflit. Vous savez, maintenant, il ne nous reste que 15 alliés dans le monde, c'est-à-dire qui nous reconnaissent diplomatiquement. Il y en a un en Europe, qui est le Vatican. Il nous reste un en Afrique, qui est le Swaziland. Il reste 13. Il y en a 7-8 en Amérique centrale. Et puis, il y en a 5-6 dans le Pacifique. Donc, je n'ai pas dit l'Asie. C'est personne qui nous reconnaît en Asie. Donc, l'Asie, c'est vraiment sous la dominance chinoise. Alors, en général, moi je dis hein, pour nous, moi j'étais vice-ministre qui s'occupait des affaires étrangères, qui s'occupait de la région Asie-Pacifique. Hein. On nous dit souvent que c'est les 15 pays, on parle souvent, et si jamais on perd tous ces 15 pays, je leur dis, on ne les perdra pas. Et de toute façon, il nous en restera quelques-uns, parce que nous les accorderons beaucoup d'assistance financière. Les Chinois ne sont pas capables de tout acheter. On ne donne pas de chèque blanc, mais ce sera transformé sous programme d'assistance. Donc il y aura toujours quelques pays qui vont nous reconnaître. Mais ce qui est pour nous le plus cher, ce sont vous, la France, les États-Unis, le Japon, l'Australie, l'Allemagne, tout ça, ces pays-là, que là, même sans avoir des relations diplomatiques, nous apportent un soutien politique, économique et, le plus important, moi je dis, moral. Alors, sur le point moral, les pays d'Asie du Sud-Est, c'est difficile, vraiment. Même Singapour, qui est une société chinoise sinophone comme nous, eh ben, je ne pense pas qu'il y aura vraiment un soutien politique. Donc, pour nous, les relations économiques vont bien se maintenir avec tous ces pays-là, parce que nous sommes nos voisins et puis en privé, ils nous aident beaucoup. Mais dès que ça concerne le public, il y a la Chine qui est là, il ne peut pas faire grand-chose. Et puis, je vous dire aussi une chose, vous savez, quand j'étais vice-ministre des Affaires étrangères à Taïwan, les visiteurs internationaux, je veux dire, au niveau politique, sont tous des pays venant de l'Amérique du Nord, d'Europe, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, c'est tout. Hein. Eux, leurs parlementaires ne viennent pas très souvent chez nous. Donc, ils s'abstiennent, encore une fois, à tous ces soutiens politiques. Alors, en ce qui concerne la diaspora chinoise, pour
la première génération, c'est-à-dire les gens comme au 13e, tout ça, qui sont venus de Chine ou d'Indochine pendant certaines époques, je l'avoue, parce qu'ils sont fascinés par la montée de la puissance chinoise. Avant, ils étaient plutôt avec nous, maintenant, ils se tournent plutôt vers la Chine. Et c'est le cas des États-Unis. Donc, on a de plus en plus de mal à maintenir avec cette diaspora chinoise de la vieille génération. Mais par contre, pour la nouvelle génération, et ça c'est différent, on s'entend mieux avec eux. Mais eux, ils ne sont plus tellement chinois, ils sont français maintenant. Pour eux, il y en a qui ne parlent même plus le chinois, il y en a qui parlent encore, mais ils sont devenus français. Donc pour nous, ce sont des Français qui ont des liens ou qui sont un petit peu concernés ou de tendance un peu plus concernés par la Chine, par Taïwan, mais ils sont des Français. Donc vous voyez, donc la diaspora chinoise de vieux génération, il est vrai qu'on a de plus en plus de mal à maintenir une bonne relation parce qu'ils font des affaires en Chine. C'est la Chine qui leur donne la fierté maintenant d'être un Chinois à l'étranger. Donc ça, sur ce point-là, la décision de Taïwan, c'est peut-être, par exemple, nous avons une politique maintenant d'essayer de reprendre en main l'enseignement du chinois, parce que le chinois, ça devient, et ça augmente, mais ça devient une langue de plus en plus utilisée dans le monde. Si vous voulez faire des affaires en Chine, parler un peu chinois, ça devient quand même nécessaire. Donc, nous voulons reprendre en main cet enseignement pour remplacer d'une certaine façon aussi l'Institut Confucius, qui maintenant a une très mauvaise réputation, mais ça concerne, on est jusqu'au début. Donc la diaspora chinoise, pour nous maintenant, c'est un problème un peu compliqué. Moi, j'ai une question à vous poser qui concerne les transferts de technologies sensibles vers le continent. Comment faites-vous pour les contrôler et pour empêcher précisément, disons, le gouvernement de Chine populaire de s'approprier des technologies, le cas échéant, susceptibles d'application militaire, développées à Taïwan? Est-ce que vous avez quelque chose comme ce qu'on appelait le COCOM, qui s'est chargé en Europe de contrôler le commerce avec l'ancienne URSS? Quelle instance, disons, s'occupe de ça? Alors, on a deux instances. Une, c'est la pression. N'en parlez pas au passé, ça existe toujours. Oui, mais ça existe. Moi, j'en parle pas au passé. Nous avons la pression américaine, par exemple, qui fait beaucoup de pression sur Taïwan. Par exemple, TSMC ne vend plus de semi-conducteurs soft-disqués à la Chine. Ils ont fait la même pression sur l'entreprise hollandaise que je parlais tout à l'heure, ASML, qui ne peut pas non plus vendre ses machines aux Chinois. Bon, il y a cette pression internationale. De l'autre côté, nous avons passé des lois, par exemple, en interdisant les Chinois d'investir à Taïwan. Et puis, les Chinois, même en ayant fait des études à Taïwan, ne peuvent pas travailler chez eux. Sauf s'ils travaillent pour une entreprise étrangère. Si un Chinois qui a des études à Taïwan, et puis il dit, moi je veux rester, je suis employé maintenant dans une entreprise taïwanaise, non, il n'y a aucun moyen. Et puis les Chinois qui veulent se faire naturaliser taïwanais, c'est un processus plus long, plus difficile qu'un Français. Un Français, s'il veut se naturaliser taïwanais, il n'a qu'à le dire. S'il a un boulot, il se fait naturaliser immédiatement. Et ce n'est pas le cas d'un Chinois. Donc il y a toutes ces procédures politiques ou législatives qui essayent d'empêcher c'est-à-dire l'influence chinoise, l'intermédiaire chinois sur Taïwan et puis des fuites de nos savoir-faire vers la Chine. Mais de l'autre côté, ce n'est pas si facile parce que vous avez évoqué tout à l'heure que nous avons maintenant un parti KMT qui est pro-Chine. Et je disais tout à l'heure que la richesse Taïwan, c'est aussi une nation de diversité. Donc à Taïwan, c'est comme en France, il y a toutes sortes de pensées politiques et aussi de revendications des valeurs. Donc il y a aussi, même si ce n'est pas nombreux, mais il y a une partie des Taïwanais qui sont en faveur de ce rapprochement avec la Chine, et même de devenir une partie de la Chine. Et ce qui est le plus inquiétant, il y a beaucoup d'anciens généraux militaires qui multiplient les déclarations de se rapprocher avec la Chine. Donc ça, ce sont des choses que nous ne pouvons pas contrôler, ils ont leur liberté d'expression. Donc il y a des Chinois aussi essayent d'installer des entreprises
furtif pour essayer d'attirer des ingénieurs taïwanais pour s'installer en Chine. On leur demande de très bons salaires. Donc, nous pouvons simplement punir des ingénieurs en disant ben, vous avez, si vous êtes à Taïwan et vous travaillez dans une entreprise très sensible, vous allez devoir de rester à Taïwan. Et si vous voulez aller en Chine, si jamais on découvre que vous avez vendu des secrets, ben, vous serez puni ou on vous met en prison c'est-à-dire en ayant vendu des secrets à un pays étranger. Mais on est aussi en train d'encore durcir la loi pour considérer la Chine comme un État ennemi et qu'on puisse avoir plus de lois, plus de restrictions dans le futur. Mais tout ça, ce sont une sorte de statu quo qu'on est en train de gérer et vous n'avez pas dit que c'est facile à gérer. Et je crois que c'est le problème qu'on doit reconnaître à Taïwan parce que l'identité nationale n'est pas si claire. Là, dans le passé, on nous a dit qu'on était Chinois. Je me souviens d'un ami qui était ancien ministre des Affaires étrangères, il disait qu'il était né japonais, parce qu'il est né avant 1945. Après, il est devenu chinois. Il n'a pas voulu devenir chinois, il est devenu américain. Il est allé aux États-Unis. Après, en rentrant en Taïwan, il est devenu taïwanais. Donc, dans sa vie, il était chinois, il est japonais, il est américain et maintenant il est taïwanais. Donc, l'identité nationale à Taïwan, maintenant, on a fait une étude il y a 30 ans, il n'y avait que 20% qui se considéraient purement taïwanais. Et maintenant, il y a 70%. Il nous reste maintenant que 5% de gens qui se considèrent purement chinois. Et il y a 30 ans, ils étaient très nombreux, c'était 30-40%. Donc, l'identité nationale à Taïwan, pour moi, c'est encore un débat parce qu'on a toujours des sondages qui disent vous êtes taïwanais ou vous êtes taïwanais et chinois ou vous êtes chinois. Ça se fait encore tous les 6 mois. Et vous, personnellement, monsieur vous moi, je suis taïwanais. J'ai même fait un test ADN et j'ai trouvé que j'ai des ancêtres venant de Chine, bien sûr, Japon, Vietnam, mais aussi Finlande. C'était l'époque hollandaise. Je me disais, il y avait des missionnaires, des missionnaires étrangers, et puis espagnols et aborigènes. Donc, moi, mon ADN le prouve, je l'ai fait ici en France, pour l'histoire de Taïwan. Je terminerai là-dessus. Donc, l'identité nationale de Taïwan, maintenant, se construit, moi, je pense, plutôt que sur ces races chinois ou taïwanais, tout ça, plutôt sur la démocratie, sur la valeur. Donc, Taïwan, maintenant, est obligé de construire son identité nationale sur la base de la valeur que nous partageons ensemble, qui sont des valeurs universelles. Donc, maintenant, je pense que c'est un petit peu le futur de Taïwan. Alors, moi, j'ai une question. Oui, Jean-Pierre, vas-y, tu peux parler. Non, il y a le micro, là. J'ai en fait 2 questions. L'une historique, je me souviens, quand j'étais enfant, il y avait ces bombardements sur les îles de Quemoy et de Matsu. C'était à quelle époque, ça? C'était après la guerre de Corée. Ah oui. Et comment ça s'est... Ils ont résisté, enfin, comment... Ah oui, Quemoy a été très, très lourdement bombardé. Les Chinois ont continué à échanger des tirs, enfin, avec nous aussi, on lançait aussi nos bombardements chez eux. Donc, ça se faisait après... Aujourd'hui, c'est nous qui vous bombardons, normalement, c'est vous qui nous bombardez. Et ça s'est arrêté à la déclaration des établissements des relations diplomatiques entre les États-Unis et la Chine. Et donc là, après, comme là, ils ont, les Chinois ont considéré que maintenant les Américains sont avec eux. Et puis, je pense que Kissinger avait dû dire d'une certaine façon que de toute façon dans le futur, Taïwan deviendra chinois. Donc ils ont arrêté de bombarder Taïwan. Mais ça a duré assez longtemps. Oui, jusqu'en 1978. Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier, hein, parce que comme les Chinois se sont sentis tranquilles, il y a un peu de soutien. C'est pour ça que je dis souvent, si la Chine se sent qu'ils peuvent régler les affaires entre eux-mêmes, ils vont le faire. En 1979, c'est l'invasion de la Chine au Vietnam. Donc, parce qu'ils savaient que les Américains n'étaient plus vraiment les ennemis des Américains, ils ont établi des relations diplomatiques avec les États-Unis, tout de suite attaque sur le Vietnam. Et alors, ma deuxième question, ça concerne vos relations avec le Vietnam, qui est un grand pays, et qui n'a pas des relations lui-même extraordinairement bonnes avec la Chine. Quelles sont vos relations avec le Vietnam? Ça s'améliore entre le Vietnam et Taïwan. Moi, je crois que j'ai été le premier vice-ministre des Affaires étrangères à visiter le Vietnam. C'était en 2017 ou 2018, il y a 4 ans. Et vous savez,
Chinois amis, mais ils craignent quand même la Chine. Donc je peux vous raconter mon histoire personnelle. On me dit, on vous invite. Je dis bon d'accord, parce que c'est la première fois qu'un vice-ministre des Affaires étrangères visite le Vietnam. Mais on me dit, vous ne pouvez pas prendre des avions nationaux de Taïwan, parce qu'il y aura trop de Taïwanais qui vont vous voir. Ils vont le dire aux Chinois. Bon, oui, d'accord, on va prendre Vietnam Airlines. Et puis il me dit, les voitures de notre représentation, vous ne pouvez pas venir me chercher, parce que les Chinois nous reconnaissent. Ils vont envoyer une autre voiture. Après plusieurs discussions, ils m'ont invité pour la cérémonie pour leur père Ho Chi Minh dans son tombeau. Ils m'ont fait une sorte de protocole. Les gars étaient à côté de moi, on marchait devant tout. Ils disaient, mais les Chinois vont nous voir. Non, mais pour vous dire, les choses peuvent se changer après les discussions. Et puis, si vous accumulez les investissements terminés au Vietnam depuis les années 90, on est le premier investisseur étranger sur le Vietnam. Et maintenant, il y a aussi beaucoup de mariages entre le Vietnam et l'État. Vous savez, les Vietnamiens, normalement, ils sont plus chinois que nous. Hein. Pourquoi ils sont devenus vietnamiens? C'est vous qui les avez changés. Leur écriture avant, c'était chinois. Hein. C'est vous qui les avez installés maintenant cette écriture d'alphabet. Et ils ont un peu oublié leur ancienne écriture. Donc, leur façon de manger, même quand je vais au Vietnam, quand je les entends parler, si on dit que le taïwanais c'est un dialecte de la langue chinoise, le vietnamien c'est pareil. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Et donc, la société se ressemble beaucoup. Donc, un vietnamien s'adapte très facilement chez nous. Donc, nous aussi, on a un problème de ce qu'on appelle les immigrations illégaux du Vietnam, parce que comme ils aiment bien venir chez nous, et après, bon, s'il ne dit plus rien, il peut vraiment disparaître dans notre société et un jour réapparaître en parlant notre langue comme nous. Donc là, ils nous ressemblent aussi. Hein. Donc le Vietnam, moi je pense, dans les relations privées, économiques, tout ça, ça s'améliore jour par jour. Moi j'ai rencontré quand j'étais au Vietnam, vraiment, ils n'aimaient pas les Chinois, ils les détestaient. Mais en public, c'est leurs grands frères. Les Chinois se sont battus pour eux, pour l'unification. Mais quand vous voyez que les Américains aussi sont en train de se rapprocher des Vietnamiens, et puis ils ont maintenant beaucoup de conflits dans la mer de la Chine du Sud, et puis la relation économique bien sûr avec la Chine, ça se passe très bien, mais maintenant il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se retirent de la Chine, et où ils vont au Vietnam. Donc, je pense que le jour que le Vietnam va bien se développer économiquement, il y aura une distance qui va être créée entre le Vietnam et la Chine, et puis comme nous, ils savent que aussi nous sommes sous pression chinoise, et puis ils n'ont pas intérêt que Taïwan devienne chinois. Vous savez, dans la mer de la Chine du Sud, il y a maintenant beaucoup de conflits, et l'île la plus grande, qui s'appelle Ituaba, c'est contrôlé par Taïwan. Alors si jamais Taïwan devient chinois, tout ça va devenir chinois, et les Vietnamiens n'ont aucun intérêt à voir ce développement. Donc moi je pense que nos relations vont s'améliorer dans le futur, mais ce ne sera pas comme avec vous qui vont nous soutenir, qui vont dire nous soutenons Taïwan pour la participation aux années internationales. Non, ils ne vont pas faire comme ça. Mais sur le concret, il y aura de l'amélioration. Oui, une question, oui. Vous pouvez parler à haute voix ou Oui, je vais essayer de parler fort. Oui, non, ça va, oui. Au cas où, malheureusement, la Chine continentale déciderait d'attaquer militairement Taïwan, ce qui est une possibilité non totalement nulle, on parle beaucoup de l'intervention des États-Unis. Or, les États-Unis sont dans une situation un peu difficile après ce qui s'est passé en Afghanistan. Et d'autre part, je crains fort, pour ma part, et je voudrais savoir quel est votre sentiment, que ça se traduise par une grande négociation comme nous en avons connu en 1938. Entre les États-Unis et la Chine? Non, pas entre l'Angleterre et la France d'une part et l'Allemagne de l'autre. Munich, pour l'appeler par son nom. Pour moi, je dois dire, c'est vraiment pas le sentiment à Taïwan, mais c'est plutôt le sentiment que les Chinois essayent de vendre à Taïwan. Déjà, pour moi, quitter l'Afghanistan, enfin pas pour moi, pour beaucoup de Taïwanais, quitter l'Afghanistan, justement, c'est parce que les Américains veulent se concentrer leurs forces dans la région. Et c'est aussi la vie, comme on les partage les Japonais, les Coréens. On en a discuté là-dessus avec des diplomates, parce que les Américains non plus n'ont pas des ressources illimitées et de tous se consacrer sur l'Afghanistan. Ils ont vu l'ascension de la Chine, donc pour eux, il doit
aussi essayer de faire un peu de de gestion pour leurs ressources. Donc, le fait d'avoir quitté l'Afghanistan, c'est de concentrer les ressources sur l'Indo-Pacifique, qui est réellement très important parce que c'est un des centres pour le développement économique. Et puis il y a les semi-conducteurs. Les Afghans n'ont pas des semi-conducteurs. Alors, deuxième chose, moi je pense, peut-être je suis un peu optimiste, mais je pense les Américains et Taïwan, ou la France et Taïwan, il n'y aura jamais de problème de trahison. Parce que quand on parle de problème de trahison, c'est que dans le passé, les relations s'établissent uniquement avec les deux leaders. Alors deux leaders, même nous sommes frères, pour des intérêts, je peux vous trahir. Parce qu'il suffit que je dis non, je ne suis pas d'accord, je vous quitte. Et là, c'est le passé. Mais maintenant, les relations entre Taïwan et la France, ou les États-Unis, sont des relations entre deux sociétés. Vous savez, beaucoup de Taïwanais, les Américains ont tellement investi à Taïwan, les Taïwanais ont dit, avant la crise, moi je vais aux États-Unis comme je vais dans la cuisine. Donc j'y vais tellement souvent, je pars le lendemain et je reviens le lendemain. Donc les relations sont très denses. Et la France, c'est pareil. Nous avons beaucoup de Taïwanais qui viennent ici pour visiter la France. Je rigolais, vous savez, à l'époque, parce que maintenant avec la crise, il n'y a plus de vol quotidien, à l'époque, ça va revenir, il suffit de prendre le vol de minuit à Taipei, minuit, et j'arrive le lendemain à 6h à Paris. Je prends RR, je vais aux Champs-Élysées, je prends un café, si je suis assez riche, et après je reprends le R, je repars vers Charles de Gaulle, et l'avion débarque à 11h30. Et je rentre à Taipei, et je passe un week-end pour boire un café aux Champs-Élysées, et c'est faisable. Je ne vous dis pas, c'est un rêve, c'est faisable. Donc les échanges des deux sociétés sont très denses. Et donc... aux Champs-Élysées, ça va, au Flore, ça vous ferait cher. Oui. Et donc, il suffit de voir, vous, chez vous, s'il y a certaines personnes qui disent, on va trahir, j'utilise votre mot, on va se rapprocher à la Chine et on va abandonner Taïwan. Tout de suite, il y aura d'autres personnes qui disent, ah non, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça, la démocratie c'est important. Ou sinon, s'il y a des autres gens qui disent, il faut se faire politiquement, il y a certainement des Français qui disent, ah mais nos relations avec la Chine c'est important, on ne peut pas se sacrifier pour Taïwan. Donc, les sociétés américaines, taïwanaises et françaises maintenant sont tellement riches de diversité que c'est impossible qu'il y ait une voix qui domine. Et de toute façon, dans la démocratie, tout est transparent. Donc, dès qu'il y a une sorte de décision qui va se fâcher avec ce pays-là, l'autre, il y aura des autres opinions. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y aura ce problème de trahison. Donc, le sentiment à Taïwan maintenant, c'est vraiment, et c'est aussi ce que mon travail, mon job, c'est vraiment d'encourager plus d'échanges avec la Taïwan et la France au niveau civil, que ça veut dire moins de problèmes, et que tout le monde se connaisse, et après ça va surgir pour vraiment des relations très solides. Donc en se basant sur ce point-là, je pense chez nous, on ne craint vraiment pas beaucoup qu'il y a cette sorte d'abandon. Et puis, encore une fois, je disais tout à l'heure, pour que la Chine vraiment fait une invasion chez nous, il doit faire face à Taïwan. Vous savez, la densité des missiles anti-aériens sont les plus denses du monde. Il y aura une résistance très forte. Je n'ai pas dit tous les Taïwanais vont résister. Les Taïwanais, moi je pense en France, au Japon, c'est pas, il y a des gens qui ne veulent plus mourir pour l'État. Mais il y a quand même un gros pourcentage des gens qui veulent défendre leur pays et leur liberté. Et là, c'est suffisant. L'exemple le plus significatif, en 1996, je n'ai jamais cru que la jeunesse de Hong Kong allait défendre leur pays, enfin leur société. Hong Kong, pour moi, c'est un État uniquement économique. Pour eux, ils s'en foutent de la politique. Et donc, en 1996, quand ils avaient quitté, quand ils avaient réintégré la Chine, pour eux, Taïwan n'était pas un bon modèle. Il fallait les suivre. Mais maintenant, vous avez vu l'année dernière comment les Hongkongais sont battus dans la rue. On se dit, Taïwan aussi est capable de se défendre. Moi, j'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que vous attendez plus de choses de l'Union européenne ou des États-nations qui la composent, ou est-ce que pour vous, je dirais, ce sont deux niveaux équivalents dont on peut espérer et attendre le même niveau de soutien ou la même qualité de soutien? Alors, les deux sont différents. Je pense que l'Union européenne a plus de possibilités pour nous soutenir dans la diplomatie déclarative, parce que la Chine ne peut pas sanctionner l'Union européenne. Qui va sanctionner? Donc, vous voyez, là, Rafael Guzman est venu à Taïwan. Mais il doit être inspiré par les États-nations, par la France, par M. Alain Richard,
conduit cette délégation avant le Parlement européen. Et donc, je vous dis un exemple très concret. Malgré notre très bonne gestion du Covid-19 en 2020, on n'a pas toujours été dans la première liste verte de l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne avait mis les États-Unis, je crois l'Australie, le Japon, la Corée, et l'Union européenne avait même dit qu'il fallait une réciprocité, c'est-à-dire si les autres ouvrent pour nous, on les ouvre pour eux. Mais le Japon et la Corée n'avaient pas ouvert ses frontières pour l'Europe, mais l'Europe a quand même ouvert ses frontières, donc c'est pas vrai non plus. C'est-à-dire au début, l'Union européenne, je pense, pour des questions peut-être politiques, n'a pas voulu trop mettre Taïwan là-dedans pour éviter de trop fâcher la Chine. Alors, on a beaucoup discuté avec le Quai d'Orsay. J'ai coordonné avec mon grand ami qui est notre ambassadeur en Allemagne. Et finalement, le Quai d'Orsay nous a dit on va vous défendre dans la liste qui est révisée tous les 4 semaines ou 6 semaines. Et en le révisant avec les Allemands. Donc, l'État-nation, l'Allemagne et la France ont travaillé ensemble. Et l'Union européenne a mis Taïwan sur la liste verte. Et immédiatement, la France aussi a mis Taïwan sur la liste verte. Donc moi je pense que ce sont deux niveaux différents, mais qui sont tous les deux très importants pour Taïwan. Et nous travaillons beaucoup là-dessus. Et puis j'ai vraiment beaucoup confiance. Maintenant ça fait 3 ans que je suis ici. Et maintenant j'ai de plus en plus de chances de parler avec tout le monde. Je suis de plus en plus invité. Au début je ne suis pas si souvent invité. Et je pense avec tous ces échanges, ça va améliorer l'image de Taïwan, et puis aussi ça pourra vraiment aider l'Europe de regarder, de voir quel sera votre rôle dans ce nouveau futur, parce qu'il n'y a pas que le problème de Taïwan, il y a le Japon, tout ça sont tous des pays qui sont concernés, il y a l'Inde, l'année dernière la Chine a fait une petite guerre contre l'Inde qui avait causé une centaine de morts, la mer de la Chine militarisée, et puis vous avez aussi un pays de l'Indo-Pacifique. Tout ça, nous avons beaucoup d'expérience de travailler avec la Chine. Enfin, travailler avec la Chine, c'est-à-dire faire face à la Chine. Tous les jours, nous subissons 1 million d'attaques sur Internet. Sur la manipulation d'informations, certainement, vous aurez besoin aussi des échanges de Taïwan. Donc, sur tous ces domaines-là, je crois certainement à ce futur, et puis qu'il y a vraiment beaucoup de choses à travailler ensemble. Bien. Est-ce qu'il y a, disons, encore des questions ? Non, je pense que nous avons passé une soirée très intéressante. À monsieur le sénateur, Alain Richard, et à monsieur l'ambassadeur Wu, et remercier aussi les uns et les autres d'être venus, puisque nous étions, disons, assez nombreux. Et puis moi, je voudrais remercier Jean-Paul Doguet, qui a eu l'idée de cette conférence, et qui, je pense, était intéressante pour tous nos adhérents et tous nos membres. Donc, merci Jean-Paul aussi. Je voulais juste vous parler des événements futurs. Voilà. Merci, monsieur l'ambassadeur, et merci, monsieur le sénateur. Donc, je voulais parler des événements futurs. Donc, vous savez que nous sommes engagés dans une démarche d'organisation ou de participation à des conférences sur l'avenir de l'Europe. Et ces conférences ont commencé au début du mois dernier et vont se poursuivre jusqu'au début de l'année prochaine. Donc nous vous invitons dans vos arrondissements respectifs à être attentifs, parce que vous serez invités vraisemblablement par vos maires d'arrondissement à participer à ces conférences. Et comme vous êtes des adhérents fidèles du mouvement européen, vous aurez votre place dans ces conférences. Nous avons programmé d'autres conférences de ce type. Cette année, je pense qu'il n'y en aura qu'une ou deux, mais soyez bien attentifs et regardez les newsletters que nous vous envoyons. Il y en aura, parce qu'il y en aura encore, et on va en programmer beaucoup, qu'on espère aussi intéressantes que ce soir, dès le début de l'année prochaine. Voilà, parlez-en autour de vous. Nous avons une réunion de sympathisants deux réunions de sympathisants
donc de gens qui ne sont pas encore adhérents du mouvement européen que nous allons organiser au début du mois de décembre. Donc, parlez-en autour de vous. Ils seront les bienvenus dans ces réunions de sympathisants où nous allons leur expliquer un petit peu ce qu'on fait et ce qu'on a l'intention de faire dans l'avenir. Voilà, merci d'être venus si nombreux et bon retour et à bientôt.